Donc, aujourd'hui, merci Brian pour la présentation. Je suis, comme Brian l'a dit, professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheur aux crises et je suis aussi chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale avec le Centre d'études sur le trauma. Je le nomme aussi parce qu'il y a des données que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont issues de recherches qui ont été menées au Centre d'études sur le trauma. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un peu de c'est quoi les retombées de la COVID sur le vécu des travailleurs, du personnel de la santé. On s'est beaucoup intéressé depuis ce matin à la détresse en général dans la population, la santé mentale, le suicide dans le contexte de COVID. Mais les travailleurs de la santé, c'est une population particulière aussi qui ont été beaucoup touchés par le COVID et on s'est intéressé quelques études à qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la santé psychologique et aussi sur le suicide chez ces travailleurs-là. Donc, pour la présentation aujourd'hui, ce que je veux faire au départ, c'est un peu vous poser le contexte actuel de la pandémie. On le sait, on l'a vécu, mais des fois, de se rappeler les différents moments charnières qu'il y a eu avec la pandémie, ça nous aide aussi à comprendre un petit peu qu'est-ce que les gens peuvent avoir vécu. Donc, je vais vous présenter ça. Ensuite, un peu un historique des différentes crises socio-sanitaires qu'il y a eu et c'est quoi les connaissances qu'on a acquises durant ces crises-là par rapport à la santé psychologique des professionnels de la santé et des travailleurs, pas juste des professionnels. Et aussi, finalement, c'est quoi les études actuelles qui s'intéressent particulièrement au Québec à la situation du COVID et des travailleurs de la santé. Donc, pour refaire un historique, j'ai choisi des dates de façon quand même assez stratégique en fonction de ce qu'on a pu vivre depuis les 2 dernières années. C'est comme si ça faisait très longtemps. Quand je faisais la ligne du temps, je me suis dit, mon Dieu, on a vraiment tout vécu ça en l'espace d'1 an et demi. C'est quand même assez important. Donc, si on regarde en termes de moments charnières, il y a eu le 27 février 2020, on a eu notre premier cas déclaré au Québec. Donc, c'est là qu'on a commencé à en entendre parler un peu plus. Il y en avait eu dans le monde, mais au Québec, c'est arrivé le 27 février. Est venu ensuite le 11 mars, où on a commencé à mettre des mesures en santé publique. Vient ensuite le 13 mars, où là, il y a eu l'urgence sanitaire qui a été déclarée, avec toutes les répercussions que cela pouvait amener au niveau des lois, au niveau des mesures. On est encore, d'ailleurs, sous les mesures d'urgence sanitaire, donc on voit que ça a perduré dans le temps. Le 16 mars, est-ce que c'était juste moi en tant que personne? Mais le fait qu'ils fermaient les écoles, ça l'amenait un fardeau avec les enfants. Puis là, je me mets dans la tête aussi des travailleurs de la santé qui, eux, n'arrêtaient pas de travailler. Donc, cet aspect-là du 16 mars de fermeture des écoles, qui est quand même un moment important à ce moment-là. Le 18 mars, le premier décès. Donc, c'est là aussi. Puis quand on voit aujourd'hui, après 1 an et demi, qu'on a 11 000 morts, c'est quand même assez important en l'espace du peu de temps qu'on a eu. Donc, c'est quand même assez impressionnant les données qu'on peut avoir à ce moment-là. Après ça, le 21 mars, début du premier confinement. Donc, ça, on en a parlé là, durant la journée des effets du confinement qui avait peut-être moins d'appels à l'aide. Moi, ça ne me surprend pas tant d'entendre ça quand j'ai entendu ça dans les dernières rencontres. On était quand même au début de la pandémie, dans le premier confinement. Il y avait beaucoup de cohésion sociale. Là. On était écœurés de voir les arcs-en-ciel à un moment donné, mais au début, ça nous faisait du bien. Puis tu sentais que ton voisin vivait la même chose que toi parce que lui aussi, il mettait des arcs-en-ciel dans sa fenêtre. Là, à ce temps, les arcs-en-ciel, on ne veut plus trop les voir. Mais c'est pas surprenant qu'au départ, comme ça, il y avait peut-être un peu moins de détresse. Je ne sais pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais il y en avait peut-être un peu moins parce que justement, il y avait cette solidarité-là sociale. Le 16 avril, c'est la fois qu'on est passé en haut du 1000 personnes hospitalisées. Je trouvais que c'était une date importante pour les travailleurs de la santé parce que, imaginez, c'est la surcharge. Ça, c'est 1000 personnes hospitalisées liées à un contexte de COVID. C'est sans oublier les autres patients qui sont hospitalisés pour d'autres choses. Fait que ça s'ajoutait à la surcharge à ce moment-là. Le 13 mai, c'est le sommet qu'on a eu en termes des hospitalisations. Il y avait 1829 personnes qui étaient hospitalisées à travers le Québec en lien avec le COVID. Le 1er octobre 2020, ça a été le deuxième confinement. Avec les contacts, on restreignait les contacts, il y avait les mesures. C'est par la suite qu'on a eu les paliers aussi de couleurs. Il me semble que ça a toujours été là, les paliers de couleurs, mais avant ça, ils n'étaient pas là. Donc, il y a eu cet événement-là aussi au niveau du début octobre 2020. On avait eu un espoir pendant l'été, hein, les mesures s'étaient allégées, puis il y a eu comme un choc à ce moment-là de dire « oh non, on recommence, dans quoi ça va embarquer », puis c'est toujours pour 30 jours, mais on ne sait jamais le 30 jours va durer combien de temps finalement.
Ensuite, le 15 décembre 2020, je l'ai mis aussi cette date-là compte tenu des annonces qui ont été faites pour la restriction du temps des fêtes. Les gens continuaient à avoir espoir qu'à Noël, on pourrait se voir, qu'à Noël, on pourrait faire quelque chose. Et là, le 15 décembre, il y a eu un moment où on annonce que, ben non, finalement, les fêtes de Noël, on les fait de façon restreinte. Et le 9 janvier 2021, il y a eu le couvre-feu qui est arrivé aussi, qui s'est comme ajouté à la suite de mesures. Donc, ça vous donne un aperçu des différentes étapes. Une chance qu'on ne savait pas tout le 27 février ce qui allait venir, mais quand on le regarde par après, on dit, OK, on a quand même traversé toutes ces situations-là. Si on regarde pour les travailleurs de la santé, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a plus de 90 000 travailleurs de la santé au Canada, ce n'est pas juste au Québec, mais plus de 90 000 travailleurs de la santé qui ont été contaminés depuis mars 2020 au COVID-19. Donc, la crainte d'être contaminé, ne sachant pas toujours l'impact que ça pouvait avoir, puis de contaminer nos proches ensuite aussi, ça faisait un fardeau davantage aussi. 19 des cas qu'on pouvait répertorier étaient liés ou seraient liés à des travailleurs de la santé. Fait que 19 ça serait des travailleurs de la santé qui étaient contaminés. Et en date du 15 juin 2021, puis là, je n'ai pas vu par la suite s'il y avait eu d'autres décès, mais il y avait 43 décès de travailleurs de la santé, de personnes de la santé liées au COVID. Ce que je trouvais intéressant, parce que ça, c'est des facteurs très spécifiques au personnel de la santé, à savoir des informations dans les nouvelles. Puis vous allez voir, ce n'est pas anodin pourquoi je vous parle de nouvelles. On a entendu parler ce matin avec Dr Généreux par rapport à tout l'aspect d'information. Puis on le voit aussi au niveau des travailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais le 15 février, on n'a même pas encore notre premier cas. Et là, on entend parler du fait qu'il y a une pénurie d'équipement, puis que ça l'inquiète au Québec. Fait que déjà, avant même que le premier cas arrive au Québec, les professionnels de la santé se disaient, est-ce que je vais être capable de me protéger? Parce que ça se peut que je n'aille pas suffisamment de cas à ce moment-là. Et après ça, le 18 mars 2021, il y a eu un décret au Québec qui réaffirmait le pouvoir d'annuler les vacances des infirmières cet été. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui m'a plus particulièrement touchée. Étant infirmière et formant des infirmières, ça a comme été porté à ma conscience, mais ça faisait en sorte qu'à ce moment-là, le personnel de la santé se faisait dire, tu en fais beaucoup, mais on va te demander d'en faire encore plus. Puis on va même si tu es fatigué, on va te demander de continuer parce qu'on a besoin de toi. C'est des gens généralement qui sont beaucoup dans le don de soi. Et là, ça s'ajoute à tout ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et au départ, ce qu'on voyait aussi beaucoup dans les milieux de la santé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si on se rappelle, au niveau des médias, il y avait les aides d'honneur pour tous les travailleurs de la santé. On savait qu'ils en faisaient beaucoup et tout ça. Mais là, cette partie-là s'en va. Donc, ça va être une réflexion de savoir est-ce qu'il n'y a pas un épuisement, puis il n'y a pas un peu, au début, quand tu sens que tout le monde est derrière toi, ça te donne des ailes. Mais après 1 an et demi, peut-être que tes ailes commencent à être un petit peu maganées. Donc, ça va être quelque chose à réfléchir dans le temps. À travers les différentes épidémies qu'on essaie d'aller faire, puis ça, c'est ma collègue, une assistante de recherche avec moi, Émilie Provost-Tremblay, qui a été faire cette historique-là des épidémies étudiées. On a essayé d'aller voir qu'est-ce qu'on connaît dans les différentes épidémies qu'on a eues à travers le monde, qu'est-ce qu'on connaît à travers l'impact sur les professionnels de la santé, les travailleurs de la santé. Il n'y a pas beaucoup de données nécessairement là-dessus. C'est quand même, on se dit, il faudrait peut-être apprendre de nos erreurs ou de nos expériences. Donc, ce qu'on a vu, c'est surtout des données sur le SRAS, sur le H1N1, sur le MERS, c'est le Middle East Respiratory Syndrome. C'est les 3 pandémies qui ont été les plus étudiées, avec lesquelles on a plus eu d'informations. On les regroupe ensemble parce que c'est principalement tous des enjeux respiratoires, des pandémies respiratoires, et ça peut rejoindre un peu ce qu'on pourrait vivre avec le COVID. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a trouvé au niveau de ces différentes épidémies. Donc, ce qu'on voit au niveau du vécu psychologique des travailleurs de la santé, ce qu'ils disent, c'est que, on constate des troubles de stress post-traumatique chez les employés d'urgence, chez les employés de la psychiatrie. Je suis surprise de voir les employés de la psychiatrie. Je me demande un peu pourquoi est-ce que c'est parce que les gens sont plus en détresse dans la population, donc se retrouvent plus en psychiatrie aussi. Je ne sais pas pourquoi cette population en particulier. Les urgences, on le comprend un peu plus parce que c'est eux la porte d'accès des services. Mais dans une étude qui a été menée, c'est ce qu'ils ont découvert au niveau du trouble de stress post-traumatique.
Il est plus élevé même pendant une période d'isolement. Même si la personne est en quarantaine, même si la personne est isolée, elle peut ressentir davantage de troubles de stress post-traumatique, peut-être justement parce qu'elle a une crainte, elle n'a pas une crainte d'être contaminée, mais elle sait qu'elle est contaminée, donc elle est en isolement. Il y a peut-être cet effet-là aussi à ce moment-là, qu'est-ce que ça va être, comment je vais le vivre, est-ce que je vais contaminer d'autres gens. On constate aussi davantage de symptômes de dépression, d'anxiété, de troubles de stress aigu, d'évitement, d'épuisement professionnel pendant ces périodes-là liées aux épidémies. Puis, c'est des gens qui sont plus à risque aussi de présenter, puis encore là, toujours anxiété, dépression, stress. Ça ne vous surprendra pas quand je vais vous parler des études qu'on est en train de faire au Québec. Ils s'intéressent particulièrement au stress, à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement professionnel. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que l'impact, ce n'est pas juste sur les travailleurs de la santé, c'est aussi un impact sur leur famille, c'est aussi un impact sur leurs proches. Donc, ça nous garde en tête une idée de dire, bien, nos cibles d'intervention ne devraient pas seulement être le travailleur de la santé, mais ça devrait être son entourage, parce que son entourage vit aussi les conséquences de ça. C'est quoi les facteurs qui peuvent moduler l'impact que va avoir l'épidémie sur les travailleurs de la santé? Bien, c'est sûr qu'il y a principalement, puis là, les petits astérix, c'est en lien avec c'est pas en fonction de la prévalence, mais c'est plus en fonction des études qui les ont rapportées. Mais les facteurs qui vont influencer, c'est à quelle vitesse le virus se propage. Plus le virus se propage rapidement, plus il y a de risques que ça ait un impact sur les travailleurs de la santé parce qu'ils craignent justement cette contagion-là. Tout le sentiment d'incertitude, puis ça a été parlé aussi aujourd'hui, le fait de ne pas savoir ce qui s'en vient. Puis là, je repense encore, on a tous des souvenirs par rapport liés à la pandémie, mais toute l'information qu'on recevait, puis là, on se disait, bien, on va être dans une telle période, mais c'est pour combien de temps? C'est quoi qui va arriver, cette incertitude-là? Et qu'imaginez aussi pour les travailleurs de la santé de se dire, bien, je vais-tu avoir l'équipement de protection? Ça va être quoi les patients? Est-ce que mon unité va devenir COVID? Parce que des fois, des unités n'étaient pas nécessairement COVID. Donc, c'est tout ça. Les craintes pour sa propre vie pouvaient avoir un impact aussi. Le fait d'avoir un contact direct avec un patient contaminé augmentait le risque d'avoir un impact, que la pandémie fasse un impact. Le fait de vivre un isolement social aussi. Donc, c'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure qu'au début de la pandémie, même si on était quand on parle du premier confinement, même si on était confinés, il y avait une certaine cohésion sociale, alors que maintenant, on vivrait peut-être un confinement, puis je ne le souhaite pas à personne, mais on vivrait ça, on est un peu plus isolé individuellement, donc l'isolement social. Et toute l'augmentation du stress lié au travail, donc la charge de travail qui augmente, les tâches qui deviennent inhabituelles. Il y a eu beaucoup de délestage aussi qui s'est fait dans le milieu de la santé. Donc, à ce moment-là, tu es amené à faire des tâches différentes. Je sais, pour avoir eu des collègues, ils travaillaient dans un domaine de santé mentale, puis ils se retrouvent à travailler sur une unité tout autre, dans des CHSLD. On s'entend que ce n'est pas le même travail que tu es habitué de faire. Donc, ça l'amène à un stress qui s'ajoute à ce que tu vis déjà au quotidien. Ces différentes données-là qu'on a retrouvées à travers les études qui parlaient un peu des autres épidémies, c'est de nous dire que une intervention devrait viser à réduire le stress au travail, l'isolement social et la peur pour la santé. Si on veut couvrir l'ensemble des facteurs, faudrait que ça touche ces différents domaines-là. Et les interventions devraient inclure les familles, offrir du soutien, de l'éducation aux travailleurs, oui, mais aussi aux proches pour qu'ils comprennent ce que le travailleur peut vivre à ce moment-là. Si on se rappelle aussi, avec toutes les nouvelles qu'on voyait, les travailleurs de la santé, des fois, s'isolaient personnellement de leur famille, allaient vivre dans leur roulotte ou vivaient dans un autre endroit pour être sûrs de ne pas contaminer leurs proches. Il faut expliquer aux enfants, aux proches de la famille, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, parce que eux, les proches peuvent se faire des idées, surtout les jeunes enfants peuvent se faire une image de ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, il faut offrir ce soutien-là. Mais pour ça, il faut être préparé parce que ce n'est pas quand la crise arrive qu'on est capable d'intervenir. Souvent, on est plus dans la réaction. Puis c'est plus difficile, on va à l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est de sauver la vie de la personne qui présente le COVID et non pas nécessairement de gérer l'anxiété de la famille à ce moment-là. Donc, si on regarde le COVID à l'international, parce que, bon, nous, je vous disais, on a eu les premiers cas en février 2020, mais il y a eu des cas avant, il y a eu des périodes où il y a eu des pics aussi au niveau de la contagion dans d'autres pays à certains moments. Donc, il y a des études qui ont été faites avant ce qui a été fait au Québec. Donc, ce qu'on voit pour les travailleurs de la santé, c'est que de façon générale, leur état de santé mentale est moins bon.
Ils vivent aussi des symptômes de dépression, anxiété, stress post-traumatique, évitement et épuisement professionnel. J'ai l'air d'être très redondante, mais au moins les études s'entendent pour évaluer les mêmes choses. C'est déjà ça qui est bon. Il y a différents facteurs qui vont influencer l'impact de la pandémie. Donc, il y a des facteurs qui sont plus personnels, puis il y a des facteurs qui vont être plus liés au contexte de la pandémie lui-même. Donc, au niveau personnel, il y a le fait d'être une femme, a l'air d'avoir un plus grand impact à ce moment-là. Le fait aussi d'être infirmière, donc peut-être compte tenu de la proximité qu'on peut avoir avec le patient à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi, puis là, c'est une réflexion en même temps, je me dis, est-ce que parce que c'est un plus gros bassin, on les étudie davantage? Si je pense par exemple aux inhalothérapeutes qui vont avoir des très grands contacts directs avec des patients, donc la peur de la contamination est très grande parce que là, ils sont vraiment dans les voies respiratoires, mais c'est un plus petit bassin de professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui pourrait expliquer que ce qui ressort, c'est beaucoup les infirmières, mais quand même, les infirmières sexe féminin, tous ceux qui travaillent en première ligne seraient plus à risque et le fait d'être d'un jeune âge. C'est quand même intéressant de voir jeune âge parce qu'il y a des études qui se contredisent. Il y en a pour certaines que plus tu es avancé en expérience, plus tu as de risques d'avoir des impacts liés à une épidémie. Alors que là, ici, on voyait que c'était quand il était jeune. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi la vraie, c'est juste de savoir qu'il peut y avoir une influence au niveau de l'âge. Ça serait à poursuivre les études à ce niveau-là. Comme vous voyez tout de suite après, les femmes avec une expérience de travail de plus de 10 ans, généralement, sont moins de jeune âge quand ça fait plus de 10 ans que tu travailles, mais c'est quand même à garder en tête. Le fait d'avoir une maladie chronique, c'est sûr que tu es plus inquiet si tu as déjà une maladie chronique. Si en plus j'attrape le COVID, quel va être l'impact? Ça peut avoir une influence. Si tu as un historique de problèmes de santé mentale, tu es peut-être plus vulnérable à présenter de la détresse. Et si tu as un proche ou dans la famille ou un proche dans l'entourage qui est contaminé, ça peut avoir un impact. Si on regarde les facteurs qui sont liés à la pandémie, qui sont plus particuliers avec le COVID-19, c'est le fait que les cas augmentaient de façon constante. Donc, continuellement, les cas augmentent. Ça a pris du temps avant qu'il y ait une certaine stabilisation. Donc, ça pouvait jouer. Le fait qu'il y avait une augmentation des décès, toute l'absence de traitement, l'absence de vaccin, on ne savait pas quoi faire avec ce virus-là. Donc, ça pouvait augmenter l'impact. La charge de travail, le manque d'équipement, comme je vous en ai parlé au début, puis le sentiment d'un manque de soutien, principalement d'un manque de soutien organisationnel. C'est vraiment un élément qui ressort et pas juste pour la COVID, mais de façon générale, dans les milieux de travail, le manque de soutien organisationnel, c'est ce qui va amener une certaine détresse chez les travailleurs. Au Québec, il y a 2 études particulièrement, je vous nomme ces 2-là parce que c'est les 2 que je connais parce que je collabore sur ces 2 études-là, mais il y a 2 études qui s'intéressent particulièrement aux travailleurs de la santé puis l'impact que pourrait avoir le COVID. Donc, il y a une première étude qui est menée par un médecin-chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal qui s'intéresse particulièrement, oui, à la dépression, le stress et tout ça, mais c'est surtout au burn-out, l'épuisement professionnel que les travailleurs de la santé peuvent vivre en contexte de pandémie. Donc, c'est Dr. Judith Brouillette qui mène cette étude-là. Et il y a une autre étude qui est menée par Steve Geoffrion, Nicolas Bergeron et Stéphane Guy, qui sont au Centre d'études sur le trauma à l'Institut universitaire de santé mentale et avec le CHUM, qui, eux, s'intéressent, puis je vais vous en parler plus spécifiquement de chacune des études, mais qui s'intéressent à monitorer la santé psychologique des travailleurs sur une période de à peu près 12 semaines via une application mobile. Donc, je vais vous parler un peu de c'est quoi les constats de ces 2 études-là. Donc, l'étude de Judith Brouillette veut voir si sur une période de 1 an, l'étude elle a commencé en mars environ 2020. Le premier temps de mesure a été complété en juin 2020. Le deuxième temps de mesure a été complété en mars 2021. Les données que je vais vous présenter, c'est pour les résultats du juin 2020, parce que les données de mars 2021 ne sont pas terminées d'être analysées et ne sont pas publiées encore. Ce qui est intéressant, je trouve ça très intéressant de voir, beaucoup se sont intéressés à 1 an. Je pense qu'on avait espoir qu'après 1 an, ça serait tout fini. On se rend compte, par exemple, que ce n'est pas terminé. Puis je pense qu'il y a des études qui mériteraient d'être poursuivies pour voir l'impact dans le temps aussi de cette fatigue qui s'accumule chez les travailleurs. Il y a aussi, dans cette étude-là, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'ils vont combiner ça aussi avec une étude du cortisol dans les cheveux pour essayer de voir l'impact aussi parce qu'il peut y avoir un lien entre le stress et le cortisol. Donc, ils vont aller analyser ça. Les résultats ne sont pas encore sortis, mais ça va être intéressant de voir aussi physiquement, pas juste de façon auto-rapportée
comment la personne vit son stress, mais physiquement, comment elle le gère, son stress aussi. Donc, il va y avoir des données intéressantes à ce niveau-là. Les travailleurs de la santé, c'était à travers le Québec. C'était une enquête qui a été ouverte un peu via les médias sociaux. On invitait les travailleurs de la santé, peu importe l'emploi. Donc, il pouvait avoir des agents administratifs, des médecins, des infirmières, de l'entretien ménager, du personnel de la cuisine. Donc, ça couvrait vraiment tous les gens qui pouvaient travailler dans un CIUS ou un CIS au Québec. Il y a eu 564 personnes qui ont signé le formulaire de consentement et là-dessus, il y en a 467 qui ont répondu au sondage après 3 mois. C'est quand même un bon taux de réponse qu'on a eu à ce moment-là. Les instruments de mesure qui étaient utilisés, c'était juste pour vous donner une idée qu'on couvrait quand même assez large. Ce que je trouvais intéressant aussi de cette étude-là, c'est que oui, on regardait les problèmes de santé. Donc, on regardait pour l'épuisement professionnel, le PCL, c'était pour le trouble de stress post-traumatique. On regardait aussi la dépression, l'anxiété, mais on regardait aussi les facteurs de protection. Donc, la résilience, l'autocompassion, le soutien social, la perception du soutien organisationnel, le fait d'avoir accès ou non à de l'équipement de protection, puis le fait d'avoir accès ou non à de la simulation pour se pratiquer à savoir, parce que juste comment mettre ton équipement de protection quand on n'a jamais mis ou quand on n'en met pas souvent, mais ça peut te prendre des simulations ou comment j'interviens avec un cas de contamination, puis j'ai à faire de la réanimation ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait accès ou non à de la simulation, puis leur sentiment de sécurité par rapport à ça. Et il y avait un questionnaire sociodémographique aussi pour nous donner un aperçu de où les gens travaillaient. Donc, au niveau des données de cette étude-là en particulier, on n'est quand même pas surpris, c'est le cas avec la majorité des études, mais c'est les femmes qui ont répondu davantage à presque 90 %. La moitié travaillait, plus de la moitié travaillait entre 35 et 44 heures, ce qui est un temps normal de travail généralement pour des travailleurs de la santé. 75 % étaient soit des médecins, des infirmières, inhalothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux. Donc, c'est des gens qui travaillaient directement avec les patients. 90 % disaient qu'ils sentaient qu'ils avaient accès à des ressources psychologiques aux besoins. Il n'y a pas eu de question à savoir est-ce qu'ils accédaient à ces ressources-là. Tu peux savoir que tu en as, mais tu ne les utilises pas. Il y avait un pendant à ce projet-là quand les gens, par contre, présentaient des niveaux de détresse qui étaient importants. Ils étaient référés à un soutien psychologique. Là, il y avait vraiment des professionnels qui étaient là pour répondre à leurs besoins si jamais les gens sortaient avec des niveaux de détresse trop importants. 67 % disaient qu'ils avaient accès le EPI, c'est l'équipement de protection individuelle. Donc, 67 % disaient avoir eu accès à ça et se sentant en sécurité par rapport à la contamination. Moins de 5 %, donc ça, c'est quand même intéressant. Là, dans ceux qui ont répondu, moins de 5 % avaient reçu un dépistage positif au COVID. Et près de 40 % qui avaient eu un contact direct avec un patient positif, puis 33 % avaient été délestés. Ça, c'est important aussi, cette notion-là de délestage, parce qu'on l'a vu plus tôt, le fait de vivre avec des nouvelles tâches, des nouveaux rôles, pouvait avoir un effet. Donc, ils ont voulu aller voir est-ce que les gens qui présentaient des niveaux de santé mentale moins bons, est-ce que c'est parce qu'ils avaient été délestés ou pas? Donc, on avait cette information-là. Donc, j'ai trouvé quand même assez impressionnant les résultats quand même qui ressortaient de ça. Donc, à travers l'ensemble des participants, donc on avait 540 environ participants, plus de la moitié avaient des symptômes d'épuisement, soit émotionnel ou de dépersonnalisation, qui sont les deux dimensions qui sont évaluées avec l'étude de burn-out. Donc, plus de la moitié présentaient ces symptômes-là. Et là, on se rappelle, c'est les résultats de juin 2020. Fait qu'on n'est même pas dans les résultats actuels, c'était au début. Il faut quand même garder en tête, puis là, ça serait intéressant de voir l'effet des nouvelles, mais en juin 2020, ils savaient qu'il n'y avait pas de vacances non plus. Tu sais, quand tu sais que ça s'en vient, peut-être que des fois, à un moment donné, soit que tu as un espoir que quelque chose s'en vient, mais là, tu vois bien que l'été, ça s'en vient pareil. Fait. Il y a 51 % qui étaient comme ça. Presque le quart présentait des symptômes sévères de troubles de stress post-traumatique. Encore là, 23,3 présentaient des symptômes sévères d'anxiété, 10,6 présentaient des symptômes sévères de dépression. C'était quand même une proportion importante de gens qui présentaient des symptômes de troubles de santé mentale. Les deux variables qui étaient associées de façon significative à l'épuisement professionnel et qui agissaient comme des protecteurs à l'épuisement professionnel, c'était la résilience.
des individus et le soutien organisationnel perçu. Fait que ça nous démontre, en tout cas, ça ne nous démontre pas parce qu'on ne peut pas prouver rien, mais ça nous indique qu'il y aurait un potentiel d'agir au niveau du soutien organisationnel parce que ça a un effet positif sur l'épuisement professionnel. Donc, si on se retrouve dans une situation comme ça, bien, déjà, juste de mettre en place des mesures de soutien organisationnel, ça peut avoir un impact. Et, par contre, puis on va le voir plus tard, on ne sait pas encore à quel niveau le soutien organisationnel. Est-ce que c'est le soutien organisationnel des collègues? Est-ce que c'est le soutien organisationnel des supérieurs? Si on se remet dans la tête de toute la hiérarchie des CIUS puis des CIS, c'est qui ton organisation? C'est de qui tu reçois ton soutien? C'est de quelle forme de soutien qui est le plus valorisé puis qui a le plus grand effet? Ça serait des choses qui seraient à aller évaluer. Mais c'est le soutien organisationnel qui peut avoir une influence. Pour ce qui est du trouble de stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression, le soutien social, c'est un facteur qui s'ajoute à la résilience puis au soutien organisationnel. Donc, pour l'épuisement professionnel, on a ces deux-là, mais pour les autres troubles, on ajoute aussi le soutien social. C'est peut-être pas surprenant non plus parce que l'épuisement professionnel, ça se vit au travail. Donc, l'importance du soutien social est peut-être moins grande à ce moment-là parce que c'est un contexte de travail. Mais pour les autres troubles, le soutien social va jouer un rôle important. Et je vous parlais du délestage. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le délestage avait un lien avec la dépression, mais pas avec les autres troubles. Donc, ce qui peut être intéressant dans une optique de dépistage, c'est de se dire, bien, si on déleste, si on a des gens qu'on est obligé de délester, il faudrait peut-être être d'autant plus vigilant pour les signes de dépression chez cette population-là. Pas qu'on oublie les autres troubles, mais qu'au moins la dépression, c'est celle qui semble le plus liée avec le délestage. Donc, les recommandations qui découlent de cette étude-là, des résultats de cette étude-là de Bourriette, c'est oui, il faut miser sur des facteurs individuels, mais il faut aussi penser en termes organisationnels. Donc, si on veut prévenir l'épuisement, si on veut prévenir les troubles de santé mentale, il faut, oui, agir au niveau individuel, mais l'individu ne vit pas tout seul, il ne vit pas dans un vase clos, il vit dans un environnement, dans une organisation de travail, puis il faut aussi agir à cette organisation de travail-là. Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, mais je me dis peut-être que de miser beaucoup sur chaque individu, ça fait beaucoup de pistes d'intervention sont mises sur chaque individu, alors que si on fait une intervention qui est plus globale pour l'organisation de travail, on risque peut-être de rejoindre davantage d'individus que si on y va de façon individuelle. Les interventions qui visent à soutenir la résilience devraient être encouragées aussi, parce qu'on a vu que la résilience est liée aux différents troubles. Comme je vous le disais, ça serait intéressant de regarder quelle source de soutien organisationnel qui a le plus d'impact. C'est laquelle qui est la plus appréciée par les travailleurs. Et le dépistage de la dépression qui devrait être envisagé chez le personnel ou les employés qui vivent du délestage. Maintenant, pour ce qui est de l'étude de Geoffrion, Bergeron et Gay, c'est dans un article qui vient tout juste d'être publié par Dufour. J'essayais de retrouver son nom, mais son prénom, je trouve ça toujours plate de parler de quelqu'un par son nom de famille, mais elle a publié un article en 2021 qui parle de cette étude-là, qui est une étude aussi prospective, qui cherche à faire ce qu'on invitait les gens, c'est à installer une application dans leur téléphone et à toutes les semaines, il y avait un rappel pour eux de s'auto-évaluer au niveau de la santé mentale. Et à travers, je vais vous présenter les différentes échelles, mais les données ont été obtenues entre ceux lesquels on se base pour faire les résultats que je vous présente, c'est entre mai et septembre 2020. Donc, c'était différents CIUS et CIS du Québec. Il y en avait 3 à ce moment-là, dont entre autres le CHUM, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, puis il y en avait un autre qui était utilisé. Et c'est les employés de ces CIUS-là qui recevaient l'invitation à installer l'application. Il y a 373 participants qui ont utilisé l'application. Ce n'est pas les 373 qui ont répondu, par contre, à toutes les semaines, mais on voit qu'il y en avait presque un tiers chaque, là, mais c'est que les gens, soit qui ont répondu plus de 10 fois, presque 40 % ont répondu plus de 10 fois à l'application, donc c'était toujours une fois par semaine. Il y en a à peu près 30 % qui ont répondu entre 5 et 9 fois et 30 % moins de 5 fois. Les instruments, c'est un peu moins large des instruments qui étaient utilisés, mais en même temps, tu veux qu'ils répondent à toutes les semaines. Donc, si tu leur mets 1 heure de questionnaire à toutes les semaines, ils ne répondront plus. Donc, les instruments de mesure, c'était le PCL5, donc pour le post-trauma à ce moment-là, le GAD-7, le PHQ-9.
Puis pour chaque outil, il y avait un seuil clinique qui était déterminé et à ce moment-là, automatiquement avec l'application, si la personne, excusez-moi l'anglicisme, mais scorait, avait un taux qui était plus haut que le seuil clinique minimal, elle recevait une alerte dans son téléphone pour l'encourager à utiliser des ressources. Il y avait des ressources qui lui étaient suggérées à ce moment-là. Puis il y avait un lien aussi qui était fait avec le Centre d'études sur le trauma et les psychologues qui pouvaient assurer un suivi à ce moment-là. Au niveau des résultats sociodémographiques, encore là, 87,5 % étaient des femmes âgées entre 18 et 64 ans avec un âge moyen de 38,69 ans. Et les années d'expérience, c'était des gens qui avaient autour de 10 ans d'expérience en moyenne. Les résultats entre mai et septembre indiquent quand même des taux de 14,8 à 39 % de participants qui ont des taux qui sont cliniquement significatifs. Donc, c'est des gens qui, si on faisait le GAD-7, le PHQ-9, le PCL5 en clinique, c'est des gens qui scoreraient au niveau des diagnostics. Ce n'était pas fait dans un contexte de diagnostic, donc on n'a pas donné des diagnostics à personne, mais s'il était en présence, il y aurait des diagnostics au niveau de ces troubles-là. Je vous présente un peu ce qu'on retrouvait là, dans leur article au niveau, regardez, si on regarde en haut, c'est qu'ils présentent un des 3 troubles de santé mentale. Fait qu'à certains moments, ça pouvait même atteindre des pics de 40 % de gens qui pouvaient présenter un problème de santé mentale. Puis les pics, ils sont différents dépendamment du trouble. Généralement, on le retrouve autour de la 5e semaine, là, mais c'est ce qu'on voyait au niveau des différents troubles. Mais encore là, puis regardez, c'est quand même au mois de mai-juin. C'est un peu les mêmes données qu'on avait aussi avec le juin qui avait été choisi par Dr. Brouillette. Donc, c'est intéressant de voir que, sans le savoir, elle avait choisi une semaine ou une période de temps qui était particulièrement vulnérable à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude-là, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait des trajectoires dans les symptômes. Vu que c'était quelque chose qui se faisait à toutes les semaines, on était capable de suivre en fonction des différents individus qui répondaient à toutes les semaines, de voir est-ce qu'il y a des patterns de réponse, est-ce qu'il y a des trajectoires que les gens peuvent suivre. Donc, il y a eu comme 4 trajectoires qui ont ressorti en termes de symptomatologie. Donc, il y avait la période et il y avait le groupe de trajectoires en rémission. Donc, ça, c'est à peu près 18,77 % des gens qui étaient dans cette trajectoire-là. Donc, au départ, quand ils ont commencé en mai, il y avait un haut taux pour le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, mais avec le temps, ça diminuait progressivement. Donc, c'est pour ça qu'ils les appellent en dépression. Il y avait le groupe résilient. Ça, c'est tout au long de l'étude, il y a un seuil qui est sous-clinique. Donc, c'est des gens qui ne sont pas tant affectés. Ce n'est pas qu'ils vivent rien, puis ce n'est pas qu'ils n'ont pas aucun symptôme, mais ils n'ont pas de seuil clinique tout au long de la trajectoire. La catégorie, puis ça, c'est la plus grande proportion. Donc, c'est encourageant. Il faut quand même se dire que même s'il y a eu des gros pics, la majorité des gens se retrouvaient avec tout au long de la période d'études avec des seuils sous-cliniques. Il y avait la trajectoire subchronique qui est à 7,24 %. C'est qu'il y a comme eu un pic chez eux au milieu de l'été, puis ça a diminué ensuite. Donc, les symptômes sont modérés au départ, ils atteignent un niveau sévère à l'été, puis après ça, ils reviennent à un niveau qui est modéré. Et ceux qui sont avec une trajectoire retardée, c'est comme si, eux autres, à l'inverse, ça l'augmente tout le long. Puis le niveau le plus élevé se retrouve à la fin. Donc, on l'a un peu plus en visuel comme ça ici. Fait que vous voyez ceux que la petite ligne pointillée, là, puis on le voit avec, autant le premier, c'est avec l'anxiété. Ici, vous avez avec la dépression juste à côté, post-traumatique. Fait qu'on voit que les courbes se ressemblent quand même. La plus grande proportion se retrouve dans les résilients. Fait que ça nous donne une idée de voir que, bien, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Puis à ce moment-là, bien, on peut peut-être pas intervenir de la même façon avec tout le monde. C'est pas un one size fit all dans ce contexte. Donc, les recommandations qui découlent de ce projet-là, c'était de se dire, bien, OK, la plupart des travailleurs de la santé font preuve de résilience, puis ils maintiennent leurs résultats sous les seuils cliniques, donc c'est quand même encourageant. Par contre, il y a des groupes qui sont plus à risque. Puis à travers ces groupes plus à risque-là, bien, c'est ceux qui ont une trajectoire retardée. Parce que là, on se dit, ça a arrêté les résultats que je vous montrais, c'est fin juin. Ça a arrêté attendez, je vais juste aller voir pour être sûre avant de vous dire des niaiseries. Ça l'arrête en septembre. Donc, si en septembre, ces gens-là avaient les taux les plus hauts, ceux qu'on parle de ceux qui sont retardés, c'est qu'ils ont augmenté tout le long. Donc, imaginez, en septembre, il y avait des taux qui sont cliniquement significatifs, c'est des taux élevés. Bien là,
comment ça l'a poursuivi dans le temps. Donc, ça va être intéressant à regarder. Et ceux qui avaient la trajectoire subchronique, qui ont eu le pic à l'été, puis après ça, que ça a diminué, bien, avec la crise qui continue encore, est-ce qu'ils vont avoir, avec la deuxième vague, troisième, quatrième vague, est-ce qu'ils vont réavoir, eux autres aussi, des vagues qui vont faire en sorte qu'on pourrait se retrouver, puis est-ce qu'ils vont redescendre autant ou il va y avoir une certaine accumulation du stress puis de la fatigue qui va se faire. Et encore là, il y avait des recommandations de favoriser des interventions, mais de prévention. Donc, d'agir en amont, de penser à plus tout ce qui est des auto-soins. Ce matin, je trouvais intéressant, Dr. Généreux qui parlait de tout ce qui est tous les premiers soins psychologiques et tout ça. C'est des recommandations qui découlent aussi de cette étude-là. Et pour le suicide, moi, je me suis intéressée particulièrement dans cette étude-là aux données en lien avec le suicide. Ce matin, on en a parlé encore au niveau du PHQ-9. C'est sûr que quand on décide, généralement, les chercheurs, quand ils ont décidé de faire cette étude-là, ils ne m'ont pas questionné à savoir est-ce que tu aimerais ça avoir des données sur le suicide. Je leur aurais dit oui, mais là, ils ont décidé de le faire quand même avec le PHQ-9. Mais il y a une question dans le PHQ-9 qui demande si la personne a des intentions de se blesser ou de s'enlever la vie. Et ils ont été très intrigués par les résultats associés à cette question-là parce qu'il y a eu des moments où les gens, il y avait quand même jusqu'à 20% des gens qui répondaient que quelques fois par semaine, ils pouvaient avoir des idées comme ça. Donc, ils m'ont dit, bien là, Christine, prends ces données-là puis regarde ça. Donc, je me suis intéressée à voir c'est quoi l'impact qu'ils pouvaient avoir avec la limite du choix de l'outil. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, puis c'est ce qui est utilisé dans la plupart des études qui regardent aussi là, chez les travailleurs le suicide. Donc là, moi, j'ai des données qui sont plus loin, parce que j'ai réussi à avoir les données qui sont jusqu'en mars 2021, mais quand même, c'est presque là, maintenant 6-7 mois, donc je ne sais pas comment ça se poursuit dans le temps, mais il y avait 865 répondants à ce moment-là qui avaient répondu aux questions, à l'auto-évaluation. 88% étaient des femmes avec un âge moyen de 3,7. Puis, je vous rappelle la question du PHQ-9 qui est « Avez-vous pensé que vous seriez mieux mort ou pensez à vous blesser d'une façon ou d'une autre? » Je respire. Donc, ce n'est pas nécessairement lié, on ne peut pas dire automatiquement que c'est des idéations suicidaires, mais ça nous garde en tête que quand même la personne a envisagé la mort d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être quand même préoccupant. Donc, les données, les résultats, on s'encourage. La plupart n'ont jamais eu d'idée suicidaire dans l'étude. Donc, on va être quand même encouragé. C'est des bonnes nouvelles. Par contre, ce qui est particulier, c'est de voir qu'en juin, 18% avaient eu au moins quelques fois des idées suicidaires. En juillet, c'était 16, puis en mai, c'était 15. Fait que mai, juin, juillet, c'était des mois qui avaient des idéations suicidaires qui étaient quand même, pouvaient aller jusqu'à 20%, bien, de 15 à 18% chez les travailleurs de la santé qui avaient pensé, la façon que la grille est faite, c'est que c'est soit jamais, quelques fois par semaine, je pense qu'après ça, c'est presque tous les jours, puis tous les jours. Fait qu'on voit que à partir du moment où ils ne nous répondaient pas jamais, on disait qu'il y avait eu des idées suicidaires, des idées de mort d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on voyait comme effet, c'est l'effet de temps qui était significatif. Donc, plus le temps passait, plus les idées suicidaires diminuaient. Donc, ça, c'est quand même intéressant. J'ai toujours quand même la question de dire, j'ai toujours la préoccupation de me dire, avec le temps maintenant, la fatigue et tout ça, qu'est-ce qu'il y en est? Je ne sais pas, ça serait à voir, mais il y a un effet quand même de temps qui était positif, que le temps faisait diminuer les idées suicidaires. D'autres variables qui pouvaient être en lien avec les idées suicidaires, d'autres variables qui étaient étudiées, on en a vu qui n'étaient pas liées aux idées suicidaires, dont l'âge et le sexe. Je trouvais intéressant l'idée du sexe. Est-ce que c'est parce qu'il y avait vraiment une majorité de femmes puis que là, on ne pouvait pas voir l'effet des hommes, mais quand même, il n'y avait pas d'effet sur le sexe. Le fait d'avoir un contact avec une personne infectée. Donc, on a vu plus tôt que la peur d'être contaminé pouvait avoir une influence. Dans cette étude-là, on ne le voyait pas. Le statut d'infection à la COVID non plus, le contact avec une personne décédée non plus, parce que moi, j'avais une hypothèse de me dire le fait d'avoir été en contact avec la mort, avec la détresse et tout ça, est-ce que ça pourrait faire en sorte que toi, ça te fait vivre quelque chose? Mais non, pas nécessairement, ce n'est pas lié significativement. Ce qui ressort, par exemple, pour être associé de façon significative aux idées suicidaires, c'est, ça c'est intéressant, le temps consacré à prendre des nouvelles. Plus le temps que tu consacres à prendre des nouvelles augmente, plus tu as un risque suicidaire qui est augmenté. Donc ça, c'est une réflexion à avoir.
Le soutien va avoir un effet protecteur, mais il n'est pas significatif, mais quand même, ça peut avoir un effet protecteur. Et les deux concepts qui étaient liés avec le risque suicidaire, c'est le PCL, donc le stress post-traumatique, et la dépression. La dépression, c'est toujours quand même à considérer. Il avait enlevé la question 9 du PHQ-9 pour regarder l'effet de la dépression, mais c'est les deux troubles qui étaient liés. Je voulais juste vous montrer, dans le fond, quand on voit les différentes couleurs, c'est ceux qui pensent quelques fois par semaine, presque tous les jours, puis ceux qui pensent tous les jours. Là, fait qu'on voit les différences de couleurs vert, bleu, mauve. Mais on voit qu'à un moment donné, ils se rejoignent tous à un certain niveau. Donc, quand le niveau de PCL est élevé, donc le niveau d'état de stress post-traumatique est élevé, peu importe qu'au départ, tu n'y pensais pas beaucoup, les idées suicidaires vont être importantes. Même chose au niveau de la dépression. Donc, en lien avec ces résultats-là, c'est sûr qu'il faut faire attention aux limites, là, comme je vous disais, pour l'évaluation du risque suicidaire quand on utilise le PHQ-9. Par contre, je trouvais intéressante la relation entre le PCL5 et les idéations suicidaires. Donc, il faudrait essayer d'aller regarder. On a souvent tendance à aller dépister le suicide chez les gens qui présentent des signes de dépression, mais ça vaudrait la peine d'aller dépister les signes, la présence d'idées suicidaires chez ceux qui présentent des signes de stress post-traumatique aussi. La relation est intéressante aussi entre l'exposition aux nouvelles et les idéations suicidaires. On va faire une analyse aussi à voir est-ce que l'exposition aux nouvelles agit sur le stress post-traumatique qui, lui, va agir. Est-ce qu'il y a un effet confondant aussi qui va se faire à ce niveau-là? Si on va regarder ça. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à se dire, bien, dans les interventions, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine à un moment donné de dire aux gens, bien, il faudrait peut-être faire une diète média parce que peut-être que le fait de t'exposer aux médias ne t'aide pas nécessairement. Et pour conclure, j'aurais des pistes de réflexion à vous lancer, puis on n'y répondra peut-être pas nécessairement tous tout de suite, mais ça pour votre soirée, vous occuper dans votre soirée si vous avez besoin de vous entertainer un petit peu. Donc, de penser, la plupart des données que je vous présente se terminent avant la fin de la pandémie. Donc, c'est quoi l'état psychologique des travailleurs maintenant, compte tenu que la pandémie continue à être là? Pour l'épuisement professionnel, la pandémie qui perdure, le fait de charge de travail qui se maintient dans le temps, de penser quel type de soutien qui est le plus aidant aussi. Et l'exposition aux médias. Il y a une étudiante qui est en train de faire une étude particulièrement à savoir les différentes annonces du gouvernement. Il y en a-tu qui ont eu des liens plus particuliers avec certains troubles de santé mentale? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui ont été plus importantes dans la détresse vécue par les travailleurs? Ça pourrait être intéressant de voir ça pour nous aider par la suite dans la prévention à ce niveau-là. Donc, je vous encourage à apprendre de nos expériences au lieu de toujours refaire les mêmes erreurs de fois en fois. On ne souhaite pas d'autres épidémies, on ne souhaite pas d'autres pandémies, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, d'apprendre de nos expériences. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vous invite à écrire vos questions dans le Q&A ou QAR. Est-ce que le sentiment d'impuissance, la diminution du sentiment de self-efficacy pourrait expliquer la survenue des symptômes dépressifs liés au délestage? Ça n'a pas été étudié comme ça, mais mon hypothèse à moi, c'est au niveau du délestage, je pense qu'il y a beaucoup de l'inconnu. C'est que c'est pas, oui, il peut y avoir le sentiment d'impuissance que tu n'es pas à l'aise avec la nouvelle tâche que tu as à faire ou tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu as à faire. Mais il y a tout l'inconnu, le changement de routine dans une situation où tu te sens peut-être déjà plus fébrile parce que tu as beaucoup d'incertitudes. En plus, quand tu te retrouves dans un contexte de travail où tu es moins certain, mais spécifiquement, le sentiment de self-efficacy, il n'a pas été étudié comme tel, mais ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une piste de réflexion. Le temps consacré à prendre des nouvelles comme facteur de risque aux idéations suicidaires, est-ce que c'est possible d'expliquer davantage ce facteur? Oui, dans le fond, ce qui était demandé aux gens, c'est combien d'heures par jour ou combien d'heures par semaine vous passez à écouter les nouvelles.
Donc, on ne peut pas savoir exactement quelle nouvelle tu écoutais, quel post, quel journal que tu lisais. Fait que je ne peux pas dire telle information était moins bonne que d'autres. On savait le temps passé à prendre les nouvelles. Donc, c'était à ce niveau-là. Fait que plus les gens passaient du temps à s'informer puis à écouter les nouvelles, plus il y avait d'idéation suicidaire. Mais on ne peut pas encore qualifier ou quantifier les nouvelles vraiment. C'est pour... Puis en même temps, j'aurais de la misère à dire au niveau des nouvelles, tout le monde disait même nouvelles pas mal. Là. Fait que peut-être avec chacun sa couleur, mais les nouvelles étaient sensiblement les mêmes, quoique des fois, il y avait des différences entre le francophone et l'anglophone. La façon dont les points de presse étaient rapportés, c'était différent entre l'anglophone et le francophone. Ça se voir, c'était tous des gens qui étaient francophones dans l'étude, donc on pouvait quand même écouter des nouvelles en anglais, mais on ne le sait pas vraiment. C'est pour ça que l'étude de l'étudiante là, qui est en train de faire son mémoire, donc d'ici 1 an, devrait avoir des résultats, va être intéressant parce que c'est sûr que les nouvelles rapportaient principalement les annonces ministérielles, les annonces qui se faisaient à 1 heure à tous les jours. Fait qu'on va voir, est-ce qu'il y a des annonces en particulier qui auraient pu avoir un impact plus significatif. Moi, je sais que de façon très anecdotique, quand je regardais les médias sociaux, puis je regardais le personnel de la santé, dont les infirmières, entre autres, qui parlaient des annonces ministérielles. Quand il y a eu la mention des anges gardiens, ça a été un très grand irritant parce qu'on n'est pas juste des anges gardiens. Quand il y a eu l'annonce de l'arrêt des vacances. Fait que pour certains personnels, ça ne sera peut-être pas les mêmes nouvelles que dans la population en général. Il va juste falloir faire attention avec les résultats. C'est vraiment les résultats pour les travailleurs de la santé. OK. Savez-vous si des groupes ont été mis sur pied ou sont envisagés pour le soutien du personnel ayant vécu le délestage? Je ne sais pas, moi, je m'amuse à ouvrir puis fermer le micro. Fait que Catherine, tu me diras. Non? OK. Je ne veux pas que ça fasse de la réverbération, excusez. Pour les groupes de soutien, spécifiquement pour les gens qui ont vécu du délestage, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'entre autres, au CIUS de l'Est de l'île, il y a eu des programmes de parents aidants qui ont été formés, de soutien psychologique, de premiers soins psychologiques qui ont été mis sur pied dans différents endroits comme ça, qui est une forme de soutien par les pairs qui est donné au sein de l'organisation. Donc, il y a ce type de soutien-là qui est offert actuellement dans les organisations. Mais je ne sais pas si des groupes spécifiques pour le délestage. Je n'ai pas entendu parler, mais je ne peux pas vous dire que ça existe ou ça n'existe pas. Vous avez parlé des interventions pour augmenter la résilience. Quelles sont les interventions? Qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter la résilience? Oui. Bien, tout d'abord, il faut comprendre comme il faut le concept de résilience. Puis là, je n'ai pas d'action concrète. Vous pourrez m'écrire, la personne qui a cette question-là sur des actions concrètes, vous m'écrirez, je vais vous en trouver spécifiquement pour de suite. C'est toi, Brian. Tu m'écriras, Brian, je vais te trouver des trucs. Je vous dirais que le concept de résilience, j'aime mieux le définir tout de suite parce que c'est un peu galvaudé comme concept. J'ai fait mon projet de doctorat sur ce concept-là, puis je trouve que des fois, il est utilisé à toutes les sauces. Les joueurs du Canadien sont résilients, fait qu'on s'entend, on n'a pas toute la même résilience. La résilience, c'est d'être capable de faire face à une situation qui est vue comme un défi, un traumatisme, puis de rebondir, de grandir, de se transformer positivement. Fait que c'est sûr que des actions, entre autres, par le sentiment d'empowerment, le sentiment d'avoir un pouvoir, le sentiment d'avoir un certain contrôle sur la situation va pouvoir aider. Fait qu'on pourrait travailler à ce niveau-là, d'aider la personne à retrouver ce sentiment de contrôle-là. De façon plus spécifique, en lien avec le COVID, il faudrait vraiment que j'aille chercher, voir qu'est-ce qu'on pourrait suggérer. Mais c'est sûr de travailler sur ça, sur le fait d'en parler aussi, le fait d'avoir un espace de discussion peut aussi aider à ce niveau-là parce que la résilience passe aussi par le fait de donner un sens à ce que l'on vit. Le fait d'en parler et de pouvoir échanger avec d'autres va nous aider à faire sens de ce qui se passe en nous aussi. Mais concrètement, on doit faire ça. Bon, Brian, tu veux vraiment? J'essaye de réfléchir rapidement pour concrètement, mais je pense que une façon
le programme tout ce qui est, entre autres, les soutiens par les pairs, les premiers soins psychologiques, vont permettre cet espace de parole-là, va permettre d'échanger avec un collègue pour justement faire sens de ce que l'on vit. Parce que des fois, quand on est dans une situation, on ne voit plus clair, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Le fait de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre va permettre de se remettre les idées claires, puis de se permettre de voir qu'est-ce qui se passe, puis de donner un sens à ce que je suis en train de vivre. Donc, je vous dirais que cet espace-là pourrait aider. Concrètement, ça serait ma première idée. Je vais réfléchir pour d'autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Cécile. J'ai une question. Merci de parler fort. Oui. Je trouve ça très intéressant que tu as dit. Ben, déjà, c'est vraiment très intéressant. Bravo, merci. Je trouve ça très intéressant que tu as dit sur le trauma. Oui. Puis c'est vraiment c'est marquant, j'ai trouvé, parce que même dans les études plus anciennes sur SRAS et compagnie, là, qui ont été des mini-épidémies comparées à ce qu'on vit maintenant, il y avait des taux de professionnels de la santé avec du stress post-traumatique très élevé. Et je me demandais, et là on en a aussi beaucoup, j'ai l'impression qu'on en a un petit peu moins là que ce qui était noté dans les études antérieures même, c'est moins prévalent, mais je me demandais s'il y avait, parce que c'est un peu le corollaire de la notion de résilience aussi, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de traumas chez les professionnels de la santé? Oui. Alors qu'on se fait attendu que parmi tous les gens qui travaillent, ben, c'est ceux qui sont à la base, théoriquement, les mieux formés, outillés, dans un environnement où les questions de vie et de mort, ça fait partie du quotidien. Tu sais. Oui, mais il y a deux choses dans ce que tu dis. Un, le trauma qui est corrélaire de la résilience, pas nécessairement, parce que... C'est comme l'autre côté. Oui, mais pas nécessairement parce que c'est pas parce que tu fais preuve de résilience que tu n'auras pas été blessé, tu n'auras pas été traumatisé, ou tu n'auras pas été atteint. Fait que, tu sais, ça ne veut pas dire que... Mais c'est parce qu'il y a deux courants de la résilience. Il y en a qui voient la résilience comme le fait de... tu sais, quand ça te glisse sur le dos d'un canard, tu n'es pas touché par quelque chose. C'est pas ça. C'est que tu vas avoir été touché, tu vas avoir été ébranlé. Puis après ça, entre moi, ça, c'est ma vision de la résilience. Puis après ça, tu vas te transformer positivement par rapport à ça. Donc, tu peux avoir du trauma même en ayant de la résilience. Puis ce que tu me dis par rapport aux professionnels de la santé, oui, tu es habitué de travailler puis de côtoyer la vie, la mort, mais pas dans ce contexte-là. Pour avoir entendu des histoires de professionnels de la santé, pour avoir vu des collègues, avoir discuté avec des collègues, moi, j'étais bien inquiète, entre autres, pour les étudiants qu'on forme comme infirmières à aller faire des soins empreints d'humanisme et de caring, puis d'être là pour l'autre. Puis eux autres, ils commençaient leur travail, puis leur rôle, c'est que par soir, là, ils mettaient peut-être 3-4 personnes dans des sacs. Là. Fait que c'est, oui, excusez-moi, là, mais c'est comme ça qu'ils le décrivaient, là, mais tu sais, puis de voir que ta personne, là, que c'est pas juste de la voir mourir, c'est que tu la vois mourir dans de la souffrance, tu la vois mourir toute seule, tu la vois mourir avec les proches qui ne peuvent pas l'accompagner, tu as à zoomer les proches pour qu'ils puissent parler avec ça. Fait que c'est pas, oui, tu es habitué, oui, c'est ton mode de travail, mais c'est pas ça que tu es habitué de côtoyer comme vie puis comme mort. Puis en même temps, tu as peur à toi. Quand moi, admettons, là, je n'ai jamais travaillé aux soins intensifs. Admettons que j'aurais travaillé aux soins intensifs, je suis habituée de côtoyer la mort. Mais je côtoie la mort de quelqu'un qui a un cancer, je côtoie la mort de quelqu'un qui a eu un accident de la route. Mais là, je côtoie quelqu'un qui me ressemble peut-être, qui peut me contaminer. Donc, quand je finis mon corps de travail, l'accidenté de la route, je n'ai pas peur qu'il m'accidente, moi. Mais là, quand je vais le soigner, j'ai peur que peut-être, moi, il va me contaminer. Puis moi, je vais revenir à la maison, puis j'ai un jeune bébé ou j'ai ma mère qui habite dans une génération chez nous. C'est tout ça qui fait que... Puis, tu sais, dans les autres pandémies, là, tu sais, on avait quand même l'expérience. Tu sais, pourquoi que c'est peut-être un peu plus bas, je ne sais pas, mais est-ce qu'on avait de l'expérience des autres épidémies qui a fait qu'on a appris un peu? Les autres, c'était très, très intense. Bref, là, nous, on a comme eu un début que, tu sais, on le voyait venir des autres pays, mais quand ça nous a tapé d'en face, ça nous a vraiment tapé, mais ça a comme pris peut-être, tu sais, je ne sais pas pourquoi que c'est peut-être plus bas que les autres études, je ne peux pas te dire. Est-ce que les autres, c'est vraiment fait dans les hôpitaux? Tu sais, ça, c'est dans 3 CIUS. Il y a peut-être des CIUS qui étaient moins touchés, parce que je sais qu'il y en avait un à Québec. Puis si tu regardes les dates, bien, à Québec, ce n'était pas là qui était dans leur pic non plus. Fait que peut-être qu'eux autres, ils font descendre. Fait que c'est des réflexions que j'ai, mais je pense que oui, les personnels de la santé, surtout ceux qui sont en contact direct avec les patients, sont habitués de vivre là-dedans, mais pas de vivre la mort et la vie
à cette intensité-là, puis de cette façon-là. Je pense que c'est ça qui a été plus traumatisant. Il y a beaucoup de sentiments dans ce que tu décris. Je trouve que ça ramène beaucoup au sentiment d'impuissance, qui est un facteur majeur du trauma, mais qui aussi, quand tu regagnes le contrôle, c'est un facteur de résilience aussi. Donc, il y a ce jeu autour de l'impuissance et du contrôle qui est vraiment intéressant. Puis il y a eu longtemps, tu sais, avant qu'on ait l'idée des vaccins, il y avait longtemps qu'il n'y avait rien à faire. En plus, tu ne savais pas quoi faire. Tu sais, il fallait que tu improvises au feu. Puis il disait même aux nouvelles, on construit l'avion en plein vol. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu... Fait que c'est là l'aspect trauma, je pense, qui venait jouer beaucoup. Que pensez-vous du rôle des syndicats? Est-ce qu'il y a eu des initiatives en santé mentale pour les membres? Que c'est-on des initiatives informelles entre les membres pour du soutien en santé mentale? Bien honnêtement, je ne sais pas. Je ne faisant pas partie de ces syndicats-là, je n'ai pas vu nécessairement ce qui s'est fait. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité non plus à ce niveau-là. Je ne sais pas. Je vous dirais que je pense qu'il devrait être mis de la partie. Il devrait être impliqué. Je pense que des mesures de prévention passent beaucoup mieux. Puis là, je regarde de façon générale, là, dans les études que je regarde, les études que je fais, ça passe beaucoup mieux quand ça vient du syndicat et de l'organisation. Fait que le soutien organisationnel, puis les interventions qu'on va mettre en place, si ça vient des deux niveaux, ça va passer beaucoup mieux que si on sent que c'est juste l'organisation qui essaye de faire quelque chose. Souvent, ça va être vu comme « Ah, ils veulent se débarrasser, ils essayent de mettre quelque chose. » Quand le syndicat s'implique aussi, ça l'aide. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait nécessairement, mais je pense que oui, il devrait être partie prenante de tout ce qui va être mis en place dans le futur ou des réflexions à savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour éviter que d'autres situations de détresse comme ça surviennent. Je te laisse le mot de la fin d'1 minute, mais on a eu juste un commentaire à fatigue de compassion. Oui. Oui, bien c'est sûr que, puis à quelque part, peut-être aussi fatigue de compassion, trauma vicariant, peut-être aussi le fait d'entendre aussi le récit des familles qui n'ont pas pu être avec leurs proches en fin de vie aussi peut avoir un impact. Tout ça, vous allez le voir dans les prochains jours sur, j'ai l'air d'avoir été payée pour faire la publicité des prochains jours, mais au niveau du deuil aussi, dans un contexte de pandémie, tout ça, là, ça va avoir un impact. Donc, le seul mot de la fin que je voudrais dire, c'est bien de suivre justement comment ça va évoluer dans le temps. On a pris une photo jusqu'à mai, mais le processus, la crise n'est pas nécessairement finie. Puis chez les travailleurs de la santé, je ne pense pas que ça va se terminer quand toutes les mesures sanitaires vont être levées. Donc, d'être à l'affût, d'être vigilant, de continuer le dépistage, puis de continuer à être, puis comme professionnel, à être là pour nos collègues aussi. Je pense que c'est la clé aussi du succès des interventions.